Un club de football, c'est évidemment son équipe première, mais derrière, il existe la formation, toute une formation pour faire éclore les jeunes talents du territoire. Bienvenue dans VAFC Inside. Aujourd'hui, on plonge dans le centre de formation de Valenciennes. C'est peut-être ma dernière occasion pour entamer ma carrière de footballeur. Et pour comprendre le fonctionnement de ce centre de formation, on va directement se retourner vers le bureau du directeur de ce centre de formation, Simon Rowe. Bonjour. Bonjour. Alors, on est dans votre bureau. Bon, il y a des fiches partout. Et je pense que là, on a un visu sur tout le monde, sur toutes les équipes. Sur toutes les équipes, sur la scolarité, sur les emplois du temps, sur les calendriers de nos équipes, qui rythment nos semaines, quoi, tout simplement. Vous avez 4 équipes, c'est ça, en charge au sein du centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui elles sont ? Alors, on a l'équipe réserve, la réserve pro qui évolue cette année en R1. On a l'équipe 19 ans nationaux, 17 ans nationaux et une équipe U18 R1 où on fait jouer essentiellement nos plus jeunes, les U16, et les joueurs non retenus dans les groupes 17-19 avec la volonté justement de donner du temps de jeu à tout le monde pour les faire progresser. Pour certains, le but, c'est de viser le monde pro, de passer dans une équipe professionnelle, c'est ça, surtout plus tard ? Alors, l'objectif de chaque joueur qui rentre au centre de formation, quand ils mettent le pied ici, ils ont tous le même objectif, c'est de devenir pro. Voilà, donc après, nous, on a aussi cette transparence de rappeler à chaque enfant, chaque famille, quand ils signent chez nous, que le pourcentage national, il est que de 6%, même si à Valenciennes, il est de 20%. Sur les dernières saisons, avec le nombre de jeunes qui étaient passés pro. Mais on rappelle que la priorité reste l'école. La scolarité, c'est la base. Si un enfant réussit déjà son parcours scolaire et éducatif, nous, on aura déjà réussi à l'accompagner sur ce volet-là. Et bien évidemment, leur pôle d'excellence, c'est la pratique du foot. Et on est là pour les développer, les former à devenir des joueurs de haut niveau. C'est intéressant ce que vous dites parce que la scolarité, c'est primordial, c'est même un critère dans les classements des centres de formation en France. Comment ça se passe ici ? Vous avez un lycée, ça ? Oui, alors on a un lycée technique privé, hors contrat, mais reconnu par l'éducation nationale. On a des inspecteurs qui nous visitent. On a 2 salariés, du moins 2 temps plein, décomposés en 3 personnes sur le lycée, avec des CPE, un directeur. On a un responsable pédagogique. Et on a 23 professeurs qui viennent dispenser les cours à nos joueurs. Et cette année, on a remis en place le CAP métier du foot parce que le ruban pédagogique qui était proposé par la Fédé était plus intéressant. Alors, on a 67 joueurs au centre de formation. Et j'ai 11 ou 12 joueurs en moyenne dans la section sportive partenaire qui est le Quesnoy, notre sport-études, où surtout nos jeunes de préfo sont scolarisés là-bas. Donc la préformation, c'est U12, U15, 6e, 5e, 4e, 3e. Mais à partir de la 4e, nos joueurs de préformation doivent aller au Quesnoy pour suivre leur scolarité et s'entraîner donc davantage pour se préparer à l'entrée du centre de formation. C'est leur objectif, eux. Chaque étape, chaque pôle a ses objectifs. Un joueur de préfo a pour objectif de rentrer au centre de formation. Un joueur du centre de formation a objectif d'aller chez les professionnels. Qui sont ces joueurs ? Est-ce qu'ils viennent tous de France ? Est-ce qu'ils viennent aussi de l'étranger ? Comment ils sont recrutés ? Alors, on a au centre de formation un volet très régional parce qu'on a une grosse région de foot avec 1200 clubs. C'est une tradition, on va dire. C'est une vraie tradition. Alors après, elle a évolué sur les dernières années. C'est une volonté de l'ancienne équipe dirigeante, avec d'ailleurs mon recrutement et celui de Bruno Plumcock, on est des anciens cadres techniques de la Fédé. Donc on est arrivé ici pour fédérer les clubs du territoire. Donc on a 60 clubs partenaires, parce que l'idée c'est d'avoir un gros maillage dans notre secteur, d'aller chercher les meilleurs jeunes, et puis de les ramener ici. 45 joueurs de la région. On a 20 Parisiens. C'est le plus gros vivier de joueurs de France. Les clubs pros s'alimentent essentiellement en région parisienne. Donc nous, c'est un pourcentage de notre centre qui est cohérent. On va chercher en région parisienne des top joueurs, des joueurs qu'on n'a pas trouvés dans notre région ou des joueurs qui vont nous amener autre chose. Donc on a en moyenne entre 15 et 20 Parisiens tous les ans. Donc avec l'objectif pour nous au départ initial, c'est d'avoir des joueurs qui sont dans un rayon de 250 km pour justement permettre aux jeunes de rentrer chez eux régulièrement pour avoir un équilibre familial. Et des étrangers aussi, 250 km, ça peut aller jusqu'en Belgique ou même plus loin en Angleterre ? On a des Belges parce que la frontière fait que Valenciennes est près de
et près de la frontière belge. Donc là, au centre, j'ai 2 Belges, par exemple. Et après, avec l'arrivée du groupe Sport République, on a aussi évidemment répondu à leurs attentes avec l'arrivée de quelques joueurs du continent africain, puisque nos investisseurs ont une académie en Afrique, au Mali. Donc, on a un Ghanéen l'année dernière qui est arrivé. Donc, on a aussi d'autres joueurs qu'on avait repérés, nous, sur des détections qui viennent d'Afrique. On a des Guinéens, etc. Mais on n'a que 4 Africains au centre de formation. Alors Simon, ce qu'on vient de dire, c'est que surtout, on a un aspect très régional. On le voit notamment sur les joueurs formés. Oui. Et j'ai l'impression qu'on a le club chez qui il était avant, c'est ça ? C'est ça, donc en fait... Pour Fugini, donc ça a l'air d'être... C'était Douai. Julien Masson qui vient d'Aulnoy-Emery, Nico Kossic qui joue maintenant au Mans, qui vient de Marly, Sofiane Boudra qui venait d'Aulnoy-Fény. En fait, l'idée, c'est, à travers nos clubs partenaires, c'est bien mettre en avant le club d'origine. Nous, les clubs pro, on n'existe pas s'il n'y a pas le travail de masse fait par les clubs amateurs. Donc nous, on est là pour valoriser leur travail, parce que grâce à leur travail, on a pu aussi sortir des joueurs professionnels, donc il ne faut pas les oublier. Donc c'est pour ça qu'ils ont leur place dans cette salle de vie qui est le centre du centre de formation, parce que c'est une salle où on fait les causeries, on fait les retours vidéo, on fait les moments de convivialité, les jeunes regardent les matchs ici, donc c'est un lieu très important. Donc il était pour moi nécessaire de mettre en avant les joueurs qui viennent de notre district, de notre département du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie. Il y a aussi le cadre avec les Parisiens, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont aussi passés pro chez nous. Oui, on est classé par, on va dire, par territoire. Voilà, par territoire. On a aussi des joueurs qui sortent de notre section sportive du Quesnoy, qui sont passés, donc c'est un des cadres ici. Là, les garçons issus de la Préfaux. Et puis là, cachés derrière le paperboard, on a les joueurs qui sont issus de notre formation, qui sont tous devenus professionnels. Et il y a donc ce grand poster, on en parlait juste avant, de Moussa Niakate, qui est un exemple ici pour vous en termes de réussite du centre de formation. Exactement, un garçon travailleur avec une grosse mentalité qui était revenu nous voir il y a 2 ans à notre fête du club au Signe d'Or, qui avait pris la parole et qui avait vraiment passé un message fort aux jeunes de jamais rien lâcher et de quel que soit le groupe d'entraînement dans lequel je suis, je dois travailler. Parce que Moussa expliquait qu'il avait un retard technique et qu'il était des fois, il était U19, il allait s'entraîner avec les U17. Et des fois, pour des joueurs de maintenant, des nouvelles générations, ça pourrait être considéré comme une sanction, alors que ça ne l'est pas. C'est juste qu'il y a des moments, il y a des moments de passage où on doit passer des étapes, et lui, il l'avait bien compris. Donc on est dans cette salle de vie, donc on a tous les maillots de plein de joueurs qui sont passés. Là, ce sont les derniers. Isma Doucouré qui joue à Strasbourg en Ligue 1, qui joue la Coupe d'Europe, Alain Linguet qui est à Dunkerque, Noah Di Liberto qui joue en Belgique en D2 belge, et Emen Boutoutaou qui est c'est des portraits aussi qu'on trouve sur le devant le couloir, on va dire, à l'extérieur du bâtiment, où tous les portraits de plein de joueurs marquants. On a Lucas Touzard, on a Dayot Upamecano, on a Angelo Fulgini. Donc tous ces joueurs Doucouré qui sont permanence qui sont des garçons qui ont réussi. On a mis des joueurs qui ont eu du temps de jeu chez les pros. Parce qu'il y a malheureusement dans le contrat professionnel, il y a le joueur qui signe pro. Parce qu'il y a du talent, il y a des qualités. Donc à un moment donné, le club fait ce qu'il faut pour le contractualiser. Mais après, il y a la réussite de s'imposer chez les professionnels. On est dans la salle de vie. Quelles sont les autres composantes des infrastructures ici dans le centre de formation ? Donc le centre de formation comporte le bureau des staffs qui est attenant à mon bureau. Donc on a un open space où on a le staff des 4 équipes. On a la restauration qui se situe là juste derrière, où on a une cantine qui nous permet de restaurer tous nos jeunes, midi et soir. Donc on a aussi au-dessus de nous l'internat, donc on a l'hébergement avec 22 internes sur place. Alors on a un hébergement assez disparate parce qu'on a les mineurs qui dorment ici, j'ai quelques mineurs en famille d'accueil. C'était une vraie volonté aussi de Bruno, l'ancien directeur, de mettre en place les familles d'accueil, parce que l'accompagnement est top, parce que les gamins vivent la continuité de ce qu'ils vivent chez eux. Donc on a 6 garçons en famille d'accueil, on a des garçons dans un lycée de Valenciennes, le lycée du Hainaut, qui est partenaire, qui nous permet aussi de compléter nos hébergements. Puis après, dès qu'ils sont majeurs, les garçons soit sont autonomes, prennent leur appartement, soit nous, on a quelques appartements collectifs où ils sont par 2 ou par 3. Et au sein de... Et j'oublie, on a les externes. On parlait d'un recrutement régional, j'ai entre 10 et 15 joueurs chaque année qui rentrent chez eux parce que c'est des garçons
qui habitent pas loin parce qu'on est allé chercher tôt et ils ont passé toutes les étapes pour être au centre de formation. Combien de personnes aussi travaillent dans ce centre de formation? Les entraîneurs, on a dit, des préparateurs physiques, des analystes? 72 personnes, mais en salarié temps plein, on doit être 20. Simon, quel était votre parcours avant d'arriver ici au centre de formation de Valenciennes? Donc moi j'ai commencé déjà mes formations universitaires donc j'ai joué à Valenciennes en jeune et une année en senior, mais j'ai pas joué plus haut que la réserve. En parallèle mes études, je suis passé par le sport-études du Quesnoy, donc justement quand je parle à un jeune joueur d'intégrer le Quesnoy, je sais de quoi je parle. Et j'ai passé ma licence éducation motricité en STAPS à Valenciennes. Après, je suis devenu éducateur sportif dans la ville d'Aulnoy-Emery. Pendant longtemps, j'ai été responsable technique au club jusqu'à devenir manager général sur mes 2 dernières saisons. J'ai coaché toutes les équipes jusqu'à la N3. J'ai été recruté quand j'étais à Aulnoy par la Fédération française de foot pour être cadre technique. Donc j'étais cadre fédéral, donc j'étais justement le cadre technique de notre territoire, le territoire de l'ESCO. Formation des entraîneurs et en même temps à la Ligue j'avais la mission de gérer l'équipe de la Ligue sur les interligues où on a les U16, U17, c'est les pré-France où j'avais les meilleurs joueurs de la région. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 saisons et puis le VFC est venu me chercher pour devenir coordinateur des jeunes, remettre en place une cellule de recrutement et puis 2 ans après, je suis devenu directeur adjoint du centre de formation en charge des U16. Et puis 2 ans après, malheureusement, quand Bruno nous a quittés, je suis devenu directeur et en charge des 17 ans nationaux pendant quelques années. Vous venez de le citer, Bruno Plumcock, qui est l'ancien joueur, ancien éducateur, ancien directeur de ce centre de formation. Il porte son nom désormais. Quel héritage il a laissé ici au club de Valenciennes? Il a laissé l'héritage du travail, de la bienveillance, de l'empathie. C'était quelqu'un qui avait une vraie force dans la communauté des entraîneurs, qui était quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui pesait toujours ses mots, quelqu'un qui adorait le football en général et les jeunes et la formation. Donc moi c'était mon tuteur quand j'ai passé mon brevet d'état à l'époque, il y a maintenant plus de 25 ans. Donc du coup on s'était noué presque d'amitié et du coup c'était un bonheur de travailler avec lui au quotidien et malheureusement la maladie l'a emporté trop rapidement. Un bel hommage pour d'avoir nommé évidemment ce centre de formation à son nom. C'était quelque chose sur lequel j'étais très attaché et je remercie encore Sport République qui a voulu aussi aller dans ce sens-là. Donc j'en avais parlé forcément à Dorothée, à son épouse. Et c'était très important pour nous de passer tous les jours devant Bruno parce que c'est son club et voilà, donc beaucoup d'éducateurs et de joueurs sont encore ici qui l'ont connu, donc c'est très important. Merci beaucoup Simon pour la présentation de ce centre de formation. Et vous savez tout désormais sur l'évolution des jeunes Valenciennois qu'on espère bientôt voir en professionnel. VAFC Inside, ça continue et place au terrain. Désormais, le championnat national se poursuit pour Valenciennes. Et petit point sur le classement après 11 journées, 10 matchs joués pour le VAFC, qui pointe aussi à la 10e place avec un retard qui est déjà conséquent sur le groupe de tête. Une mauvaise passe du club actuellement qui a agacé les supporters la semaine dernière. Samedi dernier, une partie d'entre eux se sont rendus à l'entraînement du groupe pro au Mont-Louis. Un message a été délivré au groupe dans le calme, un discours surtout pour booster les Valenciennois. Stéphane Beaumont, le porte-parole des Ultra Roysters, était l'invité lundi de COP Nord. Il revient sur les mots qu'il a adressés aux joueurs rouges et blancs. On leur a surtout parlé d'état d'esprit. En fait, je voulais pas leur parler de technique, c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas le coach, même si j'ai vu quelques commentaires qui pensaient que je me faisais passer pour le coach. Mais non, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment un état d'esprit. Leur demander de rien lâcher, d'être des guerriers sur le terrain. C'est un peu le mot qu'on a dit. Des morts de faim. Voilà, on veut qu'ils se battent vraiment sur chaque ballon. En fait, c'est vraiment un état d'esprit. C'est comme le coach le dit lui-même, qui comprend pas forcément son groupe et le mental de son groupe. Mais on sait que on nous a rassurés sur ce point-là, c'est qu'il va rien lâcher. En fait, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Donc nous, ça nous rassure un peu et on veut que les joueurs comprennent ce message. Il faut vraiment qu'on est à Valenciennes, c'est une ville compliquée, avec un passé compliqué, des ouvriers, etc. Et voilà, il faut vraiment que les joueurs se sentent concernés à fond par le projet et se battre jusqu'à la dernière minute. Comme ils l'ont fait à Aubagne, ils ont été arrachés le match nul. Plus de régularité, un investissement constant qui est demandé. Du mieux donc est attendu dès ce soir pour le VFC qui reçoit donc QRM. Le match sera comme d'habitude à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Prise d'antenne 19h15, coup d'envoi 19h30, vous en avez désormais l'habitude. Un match qui peut être une bascule dans la saison de VA. L'approche du coach Stéphane Moulin, justement en conférence de presse hier.
revanchard. Revanchard par rapport à notre dernier match à domicile. Voilà. Surtout gagner. Gagner. On était sur une bonne série. On l'a cassé. Donc à nous de faire en sorte de repartir. On a fait un premier pas dans un lieu qu'on connaît difficile à Aubagne. Bon, maintenant, il faut enchaîner par une victoire demain. C'est le plus important, mais c'est le plus important dans le foot, mais c'est le plus important dans la vie. Atteindre un niveau et le maintenir. Voilà, le plus difficile, c'est de répéter. Et là, effectivement, on est en déficit dans ce domaine-là. Et donc, c'est pas simple parce que dans les matchs, il y a des bonnes périodes. Il y en a des moins bonnes, comme pour tout le monde, et il y en a aussi des mauvaises. Et dans ces mauvaises périodes, nous, très souvent, on paye. On n'a pas gagné assez, évidemment, mais on a gagné 3 fois. Donc, on sait le faire. Voilà. C'est pas comme si on n'avait jamais fait. Et là, évidemment, ce serait inquiétant. Mais il faut qu'on le fasse plus souvent. C'est ça qui doit changer chez nous. Je comprends leur situation. Je les avais déjà vus, moi, à un moment critique, encore plus critique que celui-là. Malheureusement, la situation perdure. Donc, je comprends, moi, parfaitement leurs revendications, leur déception, leur colère, parfois. Et qu'on les a écoutés. Parce que notre rôle, c'est de les écouter. Ils ont des choses à dire, ils les ont dites de manière très correcte et très, simple. Mais le message a été clair. Et à partir du moment où ils le font dans l'esprit que ça s'est fait, moi, ça ne me pose aucun souci. On n'a rien pour notre défense. Donc on les a écoutés, on a entendu. Et puis maintenant, à nous d'agir. On est au moins aussi déçus qu'eux. Parce que nous, c'est notre métier. On sait qu'actuellement, on ne fait pas bien notre métier. On a beau essayer, on a beau... voilà, alors parfois, certains peuvent penser que c'est pas assez, qu'on ne fait pas assez. Moi, toutes les stats athlétiques me disent le contraire. C'est-à-dire qu'on court plus que nos adversaires, on fait plus de sprint, on court plus en termes de distance. Donc, ce n'est pas un problème de volonté ou de courir. Parce que j'entends parfois qu'il faut plus courir, il faut se bouger, il faut mouiller le maillot. Mais en termes de statistiques sur le plan physique, ça ne raconte pas ça, nos matchs. Par contre, ce que ça raconte, nos matchs, c'est qu'on est capable d'avoir des bonnes périodes et des mauvaises. Et quand on a des mauvaises, malheureusement, on le paye au prix fort. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est que les joueurs gardent confiance. Parce que si on a déjà du mal et qu'on perd confiance, alors là, on va rentrer dans quelque chose de très compliqué. Je pense que je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde les pensait presque condamnés à un moment parce qu'ils étaient mal classés et qu'ils n'arrivaient pas à obtenir de résultats. Ils ont changé de coach, il y a eu un net regain sur les derniers matchs, et notamment le dernier, puisqu'ils ont aussi accroché Sochaux, 1-1. Ils ont été gagnés à Versailles. Ça a été la première équipe à les faire tomber. Donc, beaucoup de respect pour le redressement, de ce que fait le coach, mais aussi de la qualité. Une équipe qui change de système assez régulièrement entre les différents matchs, mais parfois aussi dans le même match. C'est une équipe qui... en termes de chiffres, qui est un peu dans notre registre, ils ont marqué un peu plus de buts que nous, ils en ont pris un peu plus aussi, mais voilà, aujourd'hui, ils sont revenus très largement dans la course au moins du maintien, parce qu'ils n'étaient quand même pas classés comme ça. Et c'est une équipe qui est dans une bonne dynamique. Respect, parce que peu de joueurs atteignent ce chiffre. Lui, il l'a fait en ayant un parcours assez atypique, mais toujours présent. Toujours là à lutter, bagarrer, marquer des buts. Voilà, il a joué en Ligue 1, il a marqué des buts. Il a joué en Ligue 2, il a marqué des buts. Il joue en National, il marque des buts. Et j'espère qu'il va encore marquer beaucoup. Mais beaucoup de respect pour ce que ça représente en termes d'hygiène de vie, d'engagement, de sacrifice.
Et c'est un garçon, quand vous ne connaissez pas son âge, vous pouvez vous tromper très largement parce qu'il a toujours cette envie en lui, cette flamme. Et c'est un vrai exemple pour les jeunes joueurs. Il est en train de retrouver son véritable rythme sur lequel il doit insister. Et évidemment qu'il nous apporte déjà sa présence, son charisme aussi. Voilà, et après, il va marquer des buts, et plus qu'il en a marqué aujourd'hui, j'en suis certain. Voilà pour les mots de Stéphane Moulin qui a notamment évoqué Gaëtan Courtet. Gaëtan Courtet était justement en conférence de presse hier. Il a notamment évoqué cette barre des 500 matchs en professionnel, mais aussi est revenu sur le match de QRM ce soir. Heureusement, c'était qu'un match par rapport aux actions du match, forcément. Je ne m'attendais pas à plus, donc oui, je l'ai digéré. En plus, il y a eu un bon résultat malgré tout à Aubagne, donc voilà, j'étais forcément stressé devant la télé, mais non, ouais, j'ai digéré, et puis voilà, il n'y a plus qu'à réattaquer. Ce qui nous manque, je pense, c'est de la régularité dans le match. On va avoir souvent des moments de match où on est très bien. La preuve contre Concarneau, je trouve que voilà, on commence très bien, on fait ce qu'on a envie de faire et on redescend peut-être en intensité inconsciemment. Et je pense que c'est ça qui nous fait défaut beaucoup, avec peut-être manque de concentration peut-être parfois, mais en tout cas oui, c'est ça, c'est garder cette exigence, en tout cas quand on maîtrise une partie du match, essayer de le faire sur 90-95 minutes. Et cette irrégularité dans le match nous fait défaut sur les résultats aussi. C'est vrai que c'est pas évident à palper, effectivement, parce que on sait, on se demande par quoi ça doit passer. Mais je pense que c'est juste, voilà, c'est des repères match, des codes aussi. Peut-être quand on sent à ce moment-là, on est un peu moins bien. Est-ce qu'on doit être un peu plus en bloc, moins aller chercher, garder un peu plus ballon. C'est plein de petites choses comme ça où on doit réussir à se le dire, soit pendant le match, soit à la mi-temps, soit pour garder cette constance tout un match. Ça peut passer par ceux qui ont plus d'expérience, mais justement, il faut que ce soit presque, ça soit sans le dire, ça doit se passer, savoir bon là on est moins bien, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit là-dessus. Et oui, ça doit passer par les plus anciens, mais aussi cette prise de conscience aussi pour ceux qui ont moins d'expérience. Maintenant, je pense qu'on est au courant de quand il y a certaines phases de jeu où on est un peu moins bien. On sait maintenant par quoi passer ou se dire pour se rassurer peut-être dans un premier temps et repartir de l'avant. J'ai envie de vous dire, en national, le classement, il n'a pas trop d'importance, même s'il y a des équipes qui sont beaucoup plus régulières que d'autres. J'ai envie de vous dire, si on commence à regarder, elle est derrière nous, donc ça va être plus facile. Je pense que là, on se trompe beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur nous. On sait ce qu'on a à faire. On sait comment on a réussi à gagner des matchs et on sait quand on les a perdus ce qui nous a fait défaut. Je pense qu'il faut être, et oui, on le répète, sérieux et rigoureux tout un match. Et on sait que, voilà, et puis quand il y aura des moments un peu plus compliqués dans le match, savoir, encore une fois, je le répète, savoir comment il faut agir et ouais, parfois savoir faire le dos rond, mais ça, c'est pas grave. Faut apprendre à le faire et se dire qu'à domicile, c'est pas obligé d'avoir, par exemple, toujours le ballon ou toujours d'être offensif. S'il y a des moments un peu plus compliqués, savoir, en tout cas, se battre ensemble. Je pense que c'est ça aussi qu'on doit montrer et en général, quand c'est ça, ça tourne dans notre sens. Franchement, c'est fou. J'étais assez fier parce que voilà, si je reprends les tout débuts ou même en formation, jamais été prédestiné entre guillemets à ça, mais il a fallu que je bosse et juste
prendre du plaisir dans tout ce que je faisais. Et aujourd'hui, voilà, c'est 500 matchs plus tard, entre guillemets, et c'est fou parce que bon, là, cette barre, elle est quand même symbolique et ouais, c'est fier et je me dis que c'est pas encore fini, donc c'est ça qui est aussi magnifique. La barre des 600 va être quand même très compliquée, mais non, le plus possible. Et puis surtout, comme je dis à chaque fois, moi je joue vraiment pour prendre du plaisir et voilà, avoir des résultats, vivre aussi ces aventures humaines pleinement et apporter le maximum, me donner toujours à fond et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Et Gaëtan Courtet ainsi que Romain Thomas seront d'ailleurs mis à l'honneur ce soir. La barre des 500 matchs en pro dépassée pour les deux hommes. Et petit clin d'œil aussi à Rémi Boissier, tout récent papa avec la naissance de sa fille. Évidemment, tous les vœux de bonheur. Valenciennes QRM donc, match à 19h30 ce soir à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et pour le reste de l'actualité football de la région, un autre match à vivre ce soir avec le déplacement de Boulogne à Annecy. Ça se passera à 20h. La Ligue 2 demain aussi avec Dunkerque à Reims à 14h. La Ligue 1, tout se passera dimanche. Réception de Lorient pour Lens et de Angers pour le LOSC. 5 matchs qui seront débriefés évidemment lundi dans COP Nord. On vous donne évidemment rendez-vous. Ça sera en images et en réaction. VAFC Inside, c'est fini. Je vous dis à bientôt.